6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Allez, on vous emmène ce matin sur l'île de Beauté, en Corse, avec le groupe corse emblématique créé fin des années 70 par les frères Bernardini. I Mouvrini, ce groupe il se produira pour 2 concerts immanquables dans la région, au Théâtre du Léman tout d'abord le 12 octobre prochain et à Contéchaud le vendredi 13 octobre, portant avec eux l'héritage d'une terre source qu'ils connectent inlassablement au monde, révélant ainsi que le monde a une âme. Ils se dressent comme un ruisseau interrompu, luttant contre la marginalisation des langues et les traditions, brisant les barrières culturelles et tendant la main bien sûr à la diversité. I Mouvrini défendent un art en résonance avec la vie, exprimant la colère et l'action face aux défis actuels dans leur nouvel album Più Forti. On me dira si je prononce juste ou pas. Più Forti, plus fort. Leur polyphonie corse porte en elle une dimension spirituelle puissante. On est très content d'accueillir sur le plateau Jean-François Bernardini. Bonjour. Bonjour à vous, merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour David Lothar. Et bonjour Philippe, et bonjour Jean-François. Bonjour. Ouais, je ne suis pas tout seul parce que je me suis entouré du spécialiste de la musique sur M le Média, David Lothar, qui tenait aussi à être là pour vous accueillir, Jean-François Bernardini, pour parler d'I Mouvrini, pour parler de votre venue ici en Suisse. Et je sais que vous aimez bien venir en Suisse romande, parce qu'il y a une espèce de lien entre la Corse et la Suisse romande. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. J'ai du mal à identifier, à mettre le curseur sur les points les plus sensibles, mais je finis par me dire que quand on est ami des fleuves, des montagnes, ouais, des paysans, des villages, du talent et de l'amour qu'il a fallu aux hommes pour habiter ces collines, y planter des vignes avec des murettes, etc. Tout ça, ça me ramène à ce que je vois dans mon île. Et je me dis que quand on a ces amitiés-là, il y a des parentés. Et si nous chantons la diversité, nous chantons aussi les parentés intérieures. Ouais. Et au regard de votre pays, au regard des montagnes, de ce monde qui est forcément paysan, de ce que j'entends, des amitiés qu'on y tisse, il y a des parentés auxquelles on est très très sensible. Et le sensible du peuple suisse, de la terre suisse, et le sensible que peut porter la Corse, il y a des points de jonction qui sont évidentes et peut-être la présence du public en témoigne. Ouais. Et le public suisse, justement, vous avez des souvenirs écoutez, c'est inévitable pour nous de citer nos concerts à Montreux. Je crois qu'on l'a fait 16 fois dans cette merveilleuse salle. Ouais. Mais en même temps, c'est aussi des rencontres dans des collèges, dans des lycées, pour parler de non-violence. C'est les amitiés qu'on y a tissées. Et à Montreux, bien évidemment, on a été les premiers avec Pierre Smet, qui en est l'artisan, à inaugurer les Tous en Chœur. C'est-à-dire mettre le peuple sur scène. Mettre des amateurs avec l'exigence des professionnels. Et ça, c'est une alchimie à laquelle on est très sensible, parce que nous venons justement de cette dimension populaire de la pratique du chant. Alors, vous arrivez avec un nouvel album. Tout à fait. C'est juste comme je l'ai prononcé avant ? Bien sûr. Più Forti. Absolument. Plus fort ? Oui. Vous êtes encore plus fort qu'avant ? Plus fort, vous savez, on traverse des périodes difficiles. Ouais. Et où il y a beaucoup de voleurs de lumière, où il y a de la prédation, où il y a et alors forcément, quand on est isolé, comme ces petits poissons d'ailleurs qui illustrent la pochette de cet album, c'est le prédateur qui gagne. Et puis quand on est ensemble, quand il y a une croissance de la conscience, une croissance de l'éthique au niveau citoyen, là on devient plus fort et on remporte des victoires. Et aujourd'hui on a besoin de remporter des victoires ensemble, des victoires sur la toxicité de ce monde et en même temps sur ce dont l'homme peut être capable. Parce que nous avons absolument, les uns et les autres, nous savons tous les uns et les autres que l'être humain est une œuvre d'art en soi. Mais c'est une œuvre d'art qui est abîmée, qui peut abîmer, qui peut être toxique, il s'agit juste de se reconnecter avec notre nature. Et pour ça, nous devons et nous pouvons devenir plus forts. Plus fort. En tous les cas, on aura plaisir à venir vous applaudir, vous écouter et apprécier sur scène le 12 octobre prochain au Théâtre du Léman et le 13 à Contéchaud. 2 concerts exceptionnels à ne pas manquer dans quelques jours. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax.
L'invité du matin. Notre invité ce matin, c'est Jean-François Bernardini. Merci d'être avec nous. Le groupe Imouvrini en concert au Théâtre du Léman le jeudi 12 octobre prochain et à Contéchaud le 13 octobre prochain, la ville de Tarbes. L'actualité aussi avec Imouvrini, c'est un livre, c'est un album. On va écouter justement un extrait de Imouvrini Più Forti. Extrait de votre nouvel album donc du même nom, un voyage en 16 pistes qui parle finalement aux consciences, Jean-François Bernardini. Ben justement, je crois qu'il faut donner toute sa valeur aujourd'hui à la chanson, à l'art, à la culture. Je crois que les artistes, comme les citoyens, sont particulièrement convoqués par la période que nous traversons. Et on a beau nous inviter à faire du décoratif, à aller dans le divertissement en permanence. Je crois, et je le constate à chaque fois, à chaque concert, dans quasiment toutes les villes d'Europe, qu'il y a une vraie soif de contenu. Il y a une vraie soif d'épaisseur. On ne peut pas être que dans l'emballage, dans cette société de l'emballage. On ne peut pas être dans cette société du vide en permanence. Les gens ont besoin de nourriture, ont besoin d'une croissance des consciences dont on parlait tout à l'heure. Et je crois que le rôle de l'artiste, le rôle de l'art, c'est justement ça. Il s'agit juste d'allumer la lumière, quoi. Et de dire on a droit à ça. Et ce contenu-là, je crois qu'il est une urgence de le porter, et je constate qu'il y a une vraie famine, une vraie soif de contenu, une vraie connexion justement, à chaque fois qu'on donne au public ce droit de rêver un peu plus haut, de ne pas désespérer, dans un monde qui très souvent nous enseigne l'impuissance. Vous savez, alors on est impuissant, et pour supporter l'impuissance, le moindre des discours populistes peut nous embarquer, quoi. Ah ouais, c'est super, il a la solution, lui, c'est génial. Non, cette impuissance, on peut la contrecarrer justement par l'intelligence, par la conscience de ce qui se passe devant nous. Le défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est pas un mur. C'est se réconcilier avec ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature. Et la vraie nature, c'est que, en fait, être de cette terre, c'est prendre soin de tout ce qui ne m'appartient pas. Et Bruno Latour, qui est un brillant penseur français qui nous a quittés il y a quelques mois, disait « Il ne s'agit plus de vivre sur terre, il s'agit de vivre avec la terre et avec le vivant. » C'est ça qui est devant nous, mais c'est un projet exaltant. Avec le vivant aussi, je vais m'adresser cette fois-ci aux auditeurs. Alors là, on nous regarde sur Canal+, programme en clair, sur mlemedia.ch. Et puis alors, la pochette de votre album est très significative, et puis je sais qu'elle n'est pas anodine venant de vous, Jean-François Bernardini. On voit donc un gros poisson poursuivre plusieurs petits poissons, puis inversement, ces petits poissons se mettent ensemble afin de poursuivre le gros poisson. Expliquez-nous. C'est à la fois c'est une invitation à la démocratie citoyenne. Vous savez, on a toujours l'impression que le meilleur va venir d'en haut, qu'il va y avoir un grand soir, un grand jour. Non, ça c'est la période du top-down. Ça va venir, j'espère que... Alors, on va bien voter, on va bien penser. Et puis, en fait, ce qui est le vrai pouvoir, c'est le bottom-up, ce qui pousse en bas. C'est les gens qui inventent des prototypes, des solutions. Des trucs qui marchent. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors ça c'est long. Vous savez, c'est Margaret Mead, qui est une grande anthropologue américaine, qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit nombre de gens conscients et compétents puissent changer le monde. C'est toujours ainsi que cela a commencé. » Et c'est cette logique des petits pas, des passionnés de solutions, de ceux qui disent... Dans ce monde qui nous inflige tous les jours une pathogénèse, quoi. Vous lisez, vous regardez l'actualité, vous le voyez très bien. On est étouffé, quoi. Ça se passe comme ça. Eh bien, dans ce monde où on nous inflige cette pathogénèse quotidienne et qui nous réduit à l'impuissance, il faut qu'on soit capable de penser la salutogénèse. Et la salutogénèse, c'est quoi ? Aaron Antonovsky, il a exprimé ça. C'est d'abord comprendre son monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de nous ? Est-ce que c'est juste un petit... Non. Il faut écouter aujourd'hui ce que disent les scientifiques. Comprendre son monde, souvent on nous dira « vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop les citoyens, le peuple, bon ». Deuxièmement, on peut changer son monde. Je peux transformer quelque chose, ne fût-ce que dans ma maison, dans mon école, sur ma scène où je chante, vous en faisant une émission, en disant je laisse une place à la culture, je peux changer quelque chose. Et le troisième élément de la salutogénèse, c'est il faut que ce que nous faisons ait du sens. Ça a du sens de parler de ça. Ça a du sens de porter la culture, de partager une conscience. Et là, mais on est capable du meilleur incroyable. Et aujourd'hui, dans le monde,
même si la pathogénèse ne nous le montre pas, il y a des millions de petites solutions, de petits prototypes où vous dites mais quel espoir, quelle créativité, et c'est pour ça que je me régale autant à aller faire des concerts qu'aller dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges, dans des universités ou des prisons. Oui, on va en parler justement. Pour justement démentir ce mensonge quotidien. Je pense que les analphabètes du XXIe siècle ne sont pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ceux qui n'arrivent plus, et je le comprends aisément, à décoder les mensonges que l'on nous vend. La violence est un immense mensonge. La résignation, l'impuissance. Et ça, c'est qu'on aime avec vous et le groupe I Mouvrini. Alors, il a été enregistré à Taliu Isolacciu, là je le dis en langue corse. Tout à fait. C'est juste, voilà, dans l'ancienne menuiserie de votre papa. Tout à fait. Et là aussi, c'est génial, parce qu'il y a un confort de travail, je pense, qui est assez incomparable. Oui, vous savez d'abord, le mode de production de la musique a profondément changé. Avant, pour faire un studio, il fallait être millionnaire. Maintenant, vous mettez un studio dans un ordinateur. Ouais. Bon, ça a démocratisé et c'est merveilleux. Donc, pouvoir le faire chez nous et quelquefois ailleurs aussi, parce que, mais de le faire chez nous au milieu des oliviers, avec le renard qui passe le soir et les hérissons qui rentrent chez eux, c'est un confort merveilleux, quoi. Et on y invite des amis et ça, c'est un outil de travail qui nous facilite les choses aussi, oui. On va écouter un nouvel extrait de votre album Più Forti qui nous met du baume au cœur. Un giorno forse venerà, un cidi de mica si vidrà, un vidi de mica un giorno forse ad cambiare. Noi tutti, un nouvel extrait de votre album Più Forti. Permettez-moi juste un petit retour en arrière, avant qu'on l'évoque justement, on va aller sur le cas de la langue corse, sur la non-violence. J'aimerais pouvoir évoquer avec vous ces sujets. Lorsqu'on arrive à 30 albums, ce qui est votre cas, on ne parle plus de carrière, mais presque d'une œuvre. Ouais, avec les compilations, avec les albums en live, etc. C'est vrai que je dis quelquefois qu'on a un petit ruisseau qui coule. Et donc il ne cesse de couler, c'est le même ruisseau mais c'est jamais la même eau. Et donc on a cette force-là. Et puis en même temps on est une petite utopie qui se réalise, parce que croyez-moi, quand vous partez d'une petite langue qui est parlée par quelques dizaines de milliers de personnes et qu'il faut briser le plafond de verre pour dire mais comment je fais pour qu'il y ait 1500 personnes à Hambourg, à Munich, à Dunkerque ou à Comté, vous voyez ce que je veux dire. Au départ c'est pas gagné, hein. Et d'ailleurs, il y a très peu d'exemples qui témoignent de ça. Et on n'est pas sur les radios tous les jours. C'est pas une musique. Bon, il y a sur ces musiques une sorte de diminution capitale. Vous voyez, comme si ces musiques-là n'avaient rien à dire à l'autre. Un Corse, il a rien à dire à un Suisse. Il a rien à dire à un Anglais. Il a rien à dire. Et c'est tout le contraire. Donc on réduit ça à du folklore, à une petite tradition locale. Non, c'est cet enracinement-là. Et ce lien avec l'universel, mais c'est le propre de l'humanité. C'est ce dont tous nous avons besoin. Donc ce plafond de verre, on essaie de le briser tous les jours. Je dois vous dire que c'est un travail colossal. Hein. Quand je dis les concerts, c'est les vacances pour nous. Le concert, c'est les vacances. Et 95% du travail, c'est en amont, quoi. C'est préparer, c'est venir vous rencontrer, c'est écrire. Mais c'est une œuvre exaltante parce que l'ADN du monde, c'est la diversité. Nous avons tous besoin. Ta différence m'augmente. Votre différence suisse, elle m'augmente. Et j'espère quelquefois que notre petite diversité corse, elle apporte quelque chose. Une manière d'habiter le monde, de le rêver. Et on est dans un monde aujourd'hui, on parlait d'écologie avant, il y a un recul de la biodiversité. Mais il y a aussi un recul de la sociodiversité. On devrait tous vivre avec un McDo en face de chez nous, un truc. Bon, non. Il y a une manière d'habiter le monde, de le rêver, de le parler. Et tous ces savoirs qui viennent de très très loin, nous en avons besoin aujourd'hui. Ils sont tous ces biens immatériels, invisibles, qu'on ne voit plus. Et après, on se trouve en déficit dans le domaine de l'éducation, de la cellule familiale, des sociétés, où on se fait peur les uns les autres, où je dois... Et tout ça, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de ça. Cette sociodiversité, elle est capitale et c'est ça qu'on chante, c'est ça qu'on raconte. Et dans cette vérité-là, il y a un cercle toujours plus grand parce que nous avons toujours préféré le cercle à la crispation identitaire.
Et dans votre cercle, Jean-François Bernardini, vous avez pu rencontrer aussi, parce qu'il y a quand même des duos assez impressionnants, hein. Vous avez été avec Sting, Sarah Brightman, Stéphane Escher, Nana Mouskouri, Serge Reggiani, MC Solar. En fait, c'est toutes des personnes, je me rends compte maintenant en vous parlant, c'est toutes des personnes aussi qui ont des choses à dire, à communiquer. Finalement, ce sont des rencontres avec ce sont des voix fraternelles. Tout à fait. Et c'est pas les moins talentueux. Oui. Et c'est bien qu'il y ait jonction. Et toutes ces collaborations-là nous ont augmenté. Et vous savez, ce qui est important quand on rencontre un autre artiste, c'est pas lui ou nous, c'est ce qui se produit au point de la jonction, comme entre la mer et la terre et le sable. Vous voyez, le point où se rencontrent, il se passe quelque chose. Il y a une beauté supplémentaire. Et tous ces artistes que vous citez, pour lesquels on a une profonde gratitude, nous aident tous à devenir plus grands, nous tendent la main, et j'espère que nous-mêmes, on leur a apporté un son, un petit ADN de la sonorité et du sensible de la Corse. Jean-François Bernardini, notre invité ce matin, et Yves Mouvrini en concert et en tournée en Suisse romande avec notamment ce nouvel album Più Forti en Suisse romande. Ça sera au Théâtre du Léman le 12 octobre prochain et le 13 à Contéchaud. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Notre invité Jean-François Bernardini du groupe Yves Mouvrini. Merci d'être avec nous ce matin. On continue de découvrir l'univers de Jean-François Bernardini, d'Yves Mouvrini. On voyage un peu, on est en Corse, ça fait du bien, l'île de beauté, et on a plein de choses et plein de sujets à évoquer avec vous. Merci d'être avec nous ce matin en tous les cas. Et puis on voyage en musique, et c'est ça qui est génial, parce qu'on peut parler comme ça ensemble, on nous écoute, on nous regarde, et on écoute un nouvel extrait. Aum Gaia, c'est juste? Oui. Aum Gaia, oui. Aum Gaia. Ouais. De l'extrait de Più Forti. Aum Gaia, c'est ça? Donc ça c'est... Aum, c'est peut-être le premier son de l'univers. Aum. On dit que le premier son humain qui a été émis sur Terre, c'est Om ou Aum. Les uns disent Aum, les autres disent Om. Et c'est un mantra, les Indiens ils pratiquent ça, et puis dans toutes les cultures du monde aujourd'hui. Donc Aum Gaia, c'est une invitation à partager la terre, le vivant, célébrer la planète. Voilà. Et on le fait chanter par les foules qui viennent, c'est un moment merveilleux d'ailleurs. Et ça c'est du Corse? Non, c'est pas du Corse. C'est pas du Corse? Non, c'est pas du Corse. Aum est un son universel, donc c'est un son international. Vous allez partout, et on ne sait pas toujours que c'est sans doute le premier son de l'humanité. Le corse, c'est une langue ou un dialecte? Dès que des mots permettent de communiquer entre deux personnes, c'est une langue. Ouais. Ce vieux regard un petit peu coloniste qui a pu exister en disant c'est des langues, c'est pas des langues. Dès que deux personnes peuvent communiquer entre elles, ce sont des langues. Et après, il y a 6700 langues dans le monde. C'est ça le GPS du monde. Certains penseraient que le monde irait mieux s'il n'y avait que 14 langues. Ouais. Mais les langues sont les génies des peuples. Une langue, c'est pas seulement des mots, c'est une vision du monde, c'est un regard, c'est un univers, c'est chargé de sensible. Donc, voyez, si vous avez appris à appeler votre maman, ou bien Mam, ou Oma, je vous jure, vous ne changerez jamais. Vous l'appellerez toujours Oma, comme je le fais en Corse. Et si vous avez après dit maman, ça veut dire que la langue, c'est pas juste un t-shirt qu'on peut changer comme ça. Ça porte des affects. Des racines, et une vision du monde, une résonance, c'est très intime. Et en même temps, il y a le génie dans toutes les langues, vous voyez. Et en Corse, il y a aussi cette petite part de génie, de beauté. On parlait d'île de beauté, je crois beaucoup à l'île de beauté intérieure, que nous avons tous. Nous avons tous une île de beauté intérieure. Il faut la trouver. Il faut la respecter, il faut la nourrir, il faut la faire vibrer. Et quand on trouve cette île de beauté intérieure, chez un enfant, chez un individu, chez l'étranger que vous ne connaissez pas, là vous êtes en connexion, vous êtes connecté. N'oubliez jamais qu'avant qu'on ait des ordinateurs, l'être humain, on est tous Wi-Fi. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu es heureux, tu me rends heureux. On est tous Wi-Fi connectés. Et c'est ça le propre du monde. C'est le propre de l'empathie, quoi, qui est le levain de la non-violence. Je ressens ce que tu ressens. Et quand le monde souffre, je souffre. Et c'est ça. Sauf qu'on peut aussi être dans un monde qui nous désempathise. La souffrance de l'autre, c'est plus mon problème. La souffrance de l'enfant, les violences intrafamiliales, par exemple, qui sont aujourd'hui un fléau. En France, on parle beaucoup du harcèlement en ce moment.
Il y a en France 700 000 élèves qui se disent harcelés, par exemple. Oui. C'est-à-dire qui vivent l'enfer quotidien, quoi. Il y a 18 interventions policières par heure pour des violences intrafamiliales. Et ne parlons pas des dizaines et des centaines et des milliers d'autres où il n'y a pas d'intervention, quoi. Et voyez, ça, ce sont des symptômes qui nous donnent une indication que nous nous éloignons de notre nature, qu'il y a quelque chose il faut nous reconnecter, quoi. Et l'éducation, elle a un rôle essentiel. À ce sujet, des mesures en France viennent d'être prises par Gabriel Attal afin de résoudre, enfin, heureusement, si c'était déjà pas trop tard, mais heureusement qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se passer. Philippe, vous parlez par rapport à la langue, au dialecte avec le corse. J'ai pu entendre un témoignage de votre part qui m'a vraiment touché lorsqu'une personne vous dit « mais c'est pas grave, Jean-François, si cette langue finalement se perd ». Et vous répondez avec beaucoup de justesse « imagine que tu perds ta maman ou imagine que tu perds ton papa ». C'est pareil finalement en fait. Faire que cette langue finalement ne meure pas, c'est votre combat aussi, hein. Vous savez, tous les écrivains du monde l'ont écrit. Ma langue, c'est ma patrie. Ma langue, c'est ma mère. Imaginez qu'on vienne aujourd'hui dans un pays francophone et qu'on vous dise, bon, à partir de demain, la langue officielle, c'est, je sais pas quoi, le chinois ou autre. Vous allez voir ce que vous allez perdre. Vous allez voir ce que ça provoque comme souffrance. Alors aujourd'hui, moi, ma langue, c'est le multilinguisme. Et les vertus d'un bilinguisme précoce, puisque dans une société équilibrée, il a été un temps où la Corse était une société bilingue, naturelle, on parlait corse et français, et donc à 5 ans, vous étiez bilingue. Et quand vous avez 2 langues à 5 ans, la 3e est plus facile, la 4e est plus facile, la 5e est plus facile. Vous voyez la beauté ? Vous voyez, les langues, c'est comme une pièce, quand il y a une fenêtre, c'est bien. Quand il y a 4 fenêtres, c'est encore mieux. Et les langues, c'est ça. Plus tu connais de langues, autant de fois tu connais de langues, autant de fois tu es un homme. Et avec ça, c'est votre GPS qui vous permet d'aller un peu partout. Et pour nous, cette diversité-là, ce multilinguisme, il commence par une merveilleuse langue qu'est la langue corse. Et avec ça, vous allez sur d'autres univers et vous aimeriez apprendre toutes les langues du monde. Et vous apprenez le respect de toutes les langues, y compris celles que vous ne parlerez jamais, que vous ne comprendrez jamais. Mais quelle beauté, quoi. Quel génie humain d'avoir inventé ces systèmes. Et donc il faut absolument, les langues c'est sacré pour une communauté, c'est une richesse, quoi. Et ça fait partie de ce qui peut profondément blesser, voire traumatiser les communautés et les peuples qui ont été confrontés à des interdits, comme ça a été le cas en Corse. C'était en France, il y a une politique assez répressive. C'est quelquefois, je suis assez admiratif de la Suisse où vous vivez malgré tout avec 4 langues. Vous dites on est 4 langues et on fait un pays. C'est quand même pas mal, quoi. Et nous, on est parti en France, la France est partie sur un postulat que la langue corse, la langue basque, le breton sont des menaces pour la langue française, pour l'unité de la nation. Comme si le cerveau des petits Français était pas assez intelligent pour apprendre 2 langues. Mais quelle ma vie. Alors on essaie aujourd'hui de pallier à ça, mais c'est difficile une fois que vous avez coupé les jambes à quelqu'un de lui dire maintenant tu as le droit de danser. Je vais même te subventionner pour que tu danses. C'est difficile. Ce sont des linguicides qui ont été programmés et dont nous subissons encore les impacts et les effets aujourd'hui. On va s'écouter un nouvel extrait. Il voyage en solitaire et ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il voyage en solitaire, nouvel extrait de votre album Più Forti en duo avec le chanteur parisien Gérard Manset. Là, si je vous pose la question, je pense qu'on en a pour un moment, mais je vous la pose, hein. Quel regard vous portez actuellement sur le monde aujourd'hui? Quel regard je porte sur le monde? Un merveilleux espoir pour démentir l'impuissance qu'on nous inflige tous les jours. Je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est une œuvre d'art. Il s'agit aujourd'hui de nous reconnecter avec notre vraie nature. Et le monde a beau nous infliger toutes les catastrophes que l'on peut voir, etc. Aujourd'hui, si on se passionne pour les solutions, si on croit vraiment, vous savez, l'âme humaine, elle a quelque chose de merveilleux, c'est qu'elle est malléable. Elle est malléable. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a que des mauvais jardiniers. Et si vous grandissez dans un milieu où il n'y a pas le bon jardinier, dans une cité de béton, avec une nourriture qui n'est pas à la hauteur, avec une violence symbolique ou autre, avec une violence, celle du langage, ce que moi j'appelle la malbouffe verbale, mentale, comportementale, dont les réseaux sont les témoins aujourd'hui.
qui peut se plaindre que cette merveilleuse invention des réseaux devienne aujourd'hui un lieu pollué, quoi, avec une langue de chacal, comme on dit en communication non violente, qui est généralisée, quoi, où on peut passer son temps à invectiver, à insulter, à mépriser, à blesser, ce qui souvent finit par des tragédies, en particulier quand on est... Bon, donc ce monde des réseaux qui est fantastique, qui peut me permettre à moi d'envoyer un message à un copain australien et de parler avec lui. Bon, donc il faut pas abîmer ça, quoi. Et donc il s'agit juste de faire ce progrès éthique et de désobéir à cette régression éthique qui fait que si ça me profite, c'est bon. Et puis je cède à une langue chacale, à des comportements qui font des dégâts, bien évidemment. Aujourd'hui, Sa Majesté Violence, vous voyez, on vient de 8000 ans d'histoire où on nous dit l'homme est violent par nature, ça ne changera jamais, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les neurosciences démentent absolument ça. Elles nous disent, mais attendez, le disque dur de l'être humain, c'est un équipement d'empathie, de compassion, d'altruisme, de solidarité, d'aversion à l'injustice. Vous tapez sur Internet « Inequality Aversion », vous allez voir les milliers d'articles scientifiques qui vous expliquent que l'être humain, il n'est pas fait pour vivre l'injustice. C'est pour ça que nous ne sommes pas profondément heureux, même si nous sommes sur la partie du monde la plus privilégiée. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on n'est pas profondément dans la joie. Parce qu'on se dit quand même, parce que notre disque dur, il est fait pour que chaque être humain ait un verre d'eau, un toit, une dignité, une place, un respect. Alors après, bien sûr, on voit débarquer ces gens chez nous, on comprend pas trop et on dit on peut pas prendre tout le monde sur notre barque. Et on a bien raison. Mais il s'agit pas de prendre les autres sur notre barque. Il s'agit d'inventer un monde où tout le monde a droit à sa barque, à sa dignité, à sa place. Et ce monde où tout le monde peut gagner, c'est pas possible ça. Alors bien sûr, si on fait une économie qui n'a plus aucune valeur, alors là, bien sûr, tout est possible. Et le pire est possible. Et forcément, aujourd'hui, on subit un peu ce contre-coup-là. Le monde où tout le monde peut gagner, nous pouvons l'inventer, nous pouvons le réaliser. Et ça, c'est un progrès éthique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment où il y a une forme, il y a un développement de l'avoir et un sous-développement de l'être. C'est notre être qu'il faut muscler. C'est notre terre intérieure qu'il faut habiter. Il y a des choses, non, je ne peux pas m'autoriser ça. Je ne peux plus me permettre ça. Et ça commence par nous. Ne change pas le monde. Commençons par nous changer un peu nous-mêmes, quoi. Et moi, j'ai aucune leçon à donner, hein. Je suis pas... Mais je me dis, faire mon devoir, c'est un peu ça, quoi. Et faire mon devoir d'artiste, c'est donner ma part à cette éthique, à cette intelligence collective-là. Et elle existe. Et c'est ça qui est merveilleux. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Notre invité ce matin, Jean-François Bernardini, merci d'être avec nous. Yves Mouvrini en concert, je vous rappelle, les 12 et 13 octobre prochains à Genève et à Comté-Chaud. Jean-François Bernardini qui est avec nous. On parle de beaucoup de choses. On a parlé de la Corse, on a parlé de la non-violence, on a parlé de la langue. J'ai remarqué une chose, vous utilisez beaucoup les métaphores. Hein. La métaphore est très importante pour expliquer les choses, parce qu'il faut simplifier les choses pour qu'elles soient comprises aujourd'hui. C'est ça ? D'habitude, quand on nous habitue à un langage qui complexifie. Et je crois qu'il faut justement les choses complexes, il faut les simplifier. Et les traduire, et les métaphores nous aident justement à ça, à dire simplement des choses qui sont pourtant profondes, qui sont complexes, mais qui font qu'elles sont immédiatement accessibles à notre cerveau. Ah oui, là je comprends mieux maintenant. Elles sont imagées. Oui. Ouais. Elles sont imagées. Et là, je peux faire mon chemin de conscience, de réflexion, d'intelligence. Je mets en route un processus. Si c'est trop complexe, si c'est trop ardu, si le bouquin il fait ça, vous voyez, et que dedans, alors, bien sûr, je pourrais au bout d'un long processus, mais tout le monde a droit à ça, quoi. Donc, vulgariser dans le bon sens du terme ce qui est complexe, ça fait partie de notre travail à tous, peut-être le nôtre d'artiste et le vôtre de médias. Et quand on reste dans les métaphores, on écoute aussi en même temps. J'aime bien parler. On cause ensemble et on écoute un peu de musique. Je trouve que c'est très plaisant. Comme tu dis, Philippe, on peut rester un moment comme ça. On est dans un café comme ça avec vous. Quand on parle de métaphores, et j'aime bien aussi ce que vous, par rapport à la non-violence, vous l'avez évoqué, dans plus de 550 écoles, collèges, universités, prisons également, vous avez donné des conférences bénévolement. J'aimerais que vous puissiez aussi dire un mot là-dessus. Dans les métaphores, il y a cette expression, vous dites « je suis un petit électricien ».
C'est-à-dire que vous débranchez une prise pour remettre une autre. Expliquez-nous un petit peu. Ouais, j'explique. On me dit, mais qu'est-ce que vous faites dans les collèges, dans les prisons J'ai dit, mais non, mais je suis un petit électricien, vous savez. Je viens débrancher la mauvaise prise, celle de la violence, celle de la malbouffe verbale, mentale, comportementale. Celle on dit, ça ne changera jamais, à quoi ça sert? Mais enfin, vous rigolez, vous n'allez pas. Et je rebranche la bonne. Pour nous tenir au courant. Et là, je me reconnecte avec ce que je suis. Et je me rends compte que des élèves lèvent le doigt et disent je me rends compte, monsieur, que je suis un vrai petit chacal. Il faut que je me corrige, je vais devenir une girafe. Chacal et girafe, c'est ce concept de communication non violente que Marshall Rosenberg a initié et qui est une pédagogie extraordinaire. Et ça donne lieu à des moments, mais d'une révélation incroyable. Je sais pas, je vivais récemment un moment où un élève prend la parole devant 350 gamins et il dit, monsieur, je demandais à mes parents de déménager parce que dans ce collège, pour moi, c'est devenu un enfer. Je m'appelle Vlad, personne ne m'appelle par mon nom dans ce collège. Alors, silence dans les 350, dans un gymnase, hein, on n'est pas... Et puis je dis, tu veux en dire davantage? Oui, monsieur, moi dans ce collège, tout le monde m'appelle Poutine. Et je demande si ça peut changer, ça. Alors je regarde les autres, je dis, nous, on peut faire quelque chose pour notre copain. Et là, d'un seul coup, il se passe un miracle. 3 élèves, 10 élèves, 20 élèves, 30 élèves qui se lèvent, qui commencent à applaudir. Beaucoup les larmes aux yeux. Tout le monde se tourne vers Vlad, etc. 2 minutes, les profs sont là, tout le monde vit ce moment. On continue. 2 mois après, j'appelle la CPE du collège, la conseillère d'éducation. Je lui demande alors, et le petit Vlad? Depuis, il est devenu délégué de classe. Ses résultats scolaires ont fait ça. Et figurez-vous, plus jamais personne ne l'a surnommé ainsi. Vous voyez le miracle de l'empathie? Vous voyez tout ce qui prouve que c'est pas un problème d'autorité, c'est pas un problème de punition, c'est pas un problème de laxisme, c'est un problème de prise de conscience. Ce jour-là, nous avons pris ensemble conscience que tous les matins, quand je t'appelle pas par ton nom, c'est autant de coups de poing dans le ventre que tu infliges à l'autre. Et 105 coups de poing, 150 coups de poing dans le ventre d'un élève qui arrive le matin, je te jure, c'est pas agréable. Et ne t'étonne pas qu'après, il y en a qui pensent que la seule issue, c'est une issue tragique. Celle du suicide, comme récemment à Poissy en France. Un élève harcelé. Eh bien, ce jour-là, voyez, on a donné l'antidote, l'anticorps, le vaccin aux 350 élèves qui étaient là. Et ceux-là, croyez-moi, ils sont vaccinés pour la vie. Parce qu'ils ont appris la règle d'or. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne fais pas à la famille des autres. Ne fais pas aux frères des autres, à la petite sœur des autres. Ne fais pas à la maman des autres. Et là, on se reconnecte avec cette empathie dans un monde qui nous désempathise. L'autre, il n'existe plus. Je te traite comme une merde. Je te parle comme une chose. Je chosifie les autres. Et ça, nous sommes et en particulier dans les cours de récréation, on est dans ce monde-là, là, où on chosifie, où le moindre truc peut être interprété. Et c'est terrible, quoi. Et donc, on a comme ça des petites brigades de harceleurs. Et quand il y a harceleur, vous comprenez bien que le harcelé souffre, mais le harceleur aussi est quelqu'un en souffrance. Je dis des fois aux parents que nous rencontrons dans des cafés parents, je dis, vous savez, inquiétez-vous si vous avez un enfant harcelé. Mais inquiétons-nous encore plus si on a un enfant harceleur. Parce que lui aussi est en souffrance. Et donc, mais voyez comment, et c'est ça qui est passionnant, c'est que vous partez de là, je pars de ce gymnase, avec des profs qui sont là et qui voient le moment ébahi en disant « Oh, on n'était pas au courant qu'il l'appelait ainsi. » Oui, parce que vous ne voyez pas. 80% de ce qui se passe dans la cour, personne ne le voit. Celui qui est harcelé, souvent on ne le croit pas. Allez, arrête, bon, ça va, c'est pas parce qu'on t'a appelé comme ça, tu vas pas en faire une histoire. C'est comme ça. Et ce jour-là, tout le monde s'est remis connecté avec son disque dur empathique. Je me lève, j'applaudis, je grandis. Et je dis, voyez, vos applaudissements, nous ne sommes pas au spectacle. Vos applaudissements, ce sont des engagements. Je compte sur vous. D'accord ? C'est un engagement. Là, justement, donc, notre disque dur doit aussi être... peut-être mettre des fois un petit reset, hein. On doit... Parce que le disque dur de l'être humain, c'est ça. C'est ça. L'empathie, c'est ce qui nous fonde. Ouais. C'est fondamental. Et on nous dit, ah non, mais l'homme est violent, l'homme est égoïste, l'homme... Non, c'est complètement faux. Mais on peut bien évidemment obéir à cette religion-là, en disant, moi, c'est ma gueule, c'est mon truc, c'est ma piscine, c'est ma famille, en dehors de ça, et mes intérêts. Non. L'être humain, il est équipé avec un autre disque dur, qui est une nature bien plus empathique, bien plus généreuse, bien plus noble, bien plus grande. Il s'agit de nous reconnecter avec cette noblesse-là, qu'on soit
artistes, journalistes, chefs d'entreprise, toutes ces belles énergies, il y a des énergies merveilleuses dans le monde. Il ne s'agit pas de les opposer, de dire mais ça peut-être il faut qu'on mute là-dessus, il faut qu'on change. Ce qui était possible il y a quelques années devient dangereux aujourd'hui, quoi. Et les écrans sont une chose merveilleuse. Mais on comprend bien qu'il y a aussi, dans l'usage des écrans, il y a un danger. D'ailleurs, la Suède vient d'interdire, il y a quelques jours maintenant, l'utilisation des écrans avant 16 ans. Parce qu'effectivement, il y a dans l'usage des écrans, un enfant de moins de 16 ans n'est pas équipé pour gérer les contenus que peuvent donner un écran et auxquels vous pouvez accéder. Et on a des témoignages tous les jours. L'accès à la pornographie, par exemple, de manière précoce, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Et ça commence très simple. Vous voyez, l'autre jour, j'étais une maman qui témoignait, qui me disait je prends l'iPad de mon enfant qui a 6 ans, je tombe sur un contenu pornographique. Et je trace le truc. Il avait commencé sa recherche en mettant kiki de fille. Et kiki de fille, vous tombez sur un contenu porno. Mais à 8 ans, un contenu porno. À 9 ans, à 10 ans, à 11 ans. Vous croyez que c'est... Donc voilà. Et donc, il faut qu'on apprenne cette prudence face à des outils qui sont fantastiques, mais dont nous devons apprendre un usage raisonné, cadré, limité. Et nos enfants n'ont aucun problème à comprendre ça. Encore faut-il que nous-mêmes, nous soyons au courant et nous disions « Attends, ça c'est OK, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est de cette manière. » On revient à la prise de conscience. Prise de conscience. Prise de conscience. On attend peut-être un petit dernier extrait de... Non, on peut juste écouter un tout petit peu, juste demander à Michel qui nous mette un peu de son sur dernier titre. Rime. Voilà, Rime, et puis rappelez donc votre album, disponible partout, Più Forti, le livre aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses avec vous justement, le livre qui est sorti il y a quelques semaines, 1 gramme de lumière aux éditions L'Aube, disponible dans toutes les librairies, et puis bien sûr, 2 dates à retenir pour les concerts. Oui, alors les 12 et 13 octobre prochain. Le 12, c'est au Théâtre du Léman à Genève, et le 13, c'est à Comté-Chaud, donc à Genève et en Valais. 2 dates à ne manquer sous aucun prétexte avec le concert d'Imo Vrini, et puis vous aurez l'occasion de découvrir Più Forti. C'est juste, hein? Voilà. Merci infiniment pour ce moment partagé. Merci à vous, Jean-François. C'est un moment de bonheur pour moi. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Jean-François, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Aujourd'hui, faire le meilleur concert de ma vie quand on vient à Comté ou à Genève.